Eh bien bonjour et bienvenue pour cette émission spéciale en direct de Niamey. Nous sommes effectivement en plein cœur de la capitale nigérienne. Derrière nous, le fleuve Niger et le célèbre pont Kennedy. On est à la mi-journée, le pont Kennedy qui relie les faubourgs au centre-ville. Donc c'est ici en plein cœur au Niger, au plein cœur de la région sahélienne que vivent les 23 millions de Nigériens, dont plus de la moitié, nous y reviendrons, vit à moins de 15 ans. Donc c'est autant de défis pour l'un des pays les plus pauvres du monde, théâtre de surcroît d'une menace terroriste grandissante sur plusieurs fronts. Sur le plan politique, le Niger sort tout juste d'un scrutin inédit et presque historique qui voit une transition démocratique entre deux présidents élus, un scrutin qui est assombri, il est vrai, par une crise post-électorale et les rues de Niamey qui ont été assez agitées. D'ailleurs, tout le pays est en cours en suspens devant la validation de la nomination du futur président. Donc le suspense reste entier. Mais le Niger, c'est aussi en question de termes de société, eh bien, le record du monde, toute catégorie de natalité. Donc c'est le premier reportage que je vous propose de regarder qui a été tourné dans le quartier de Talagué à Niamey cette semaine. C'est encore l'aube sur le quartier de Taladjé, dans l'est de Niamey. Mais dans la petite maison de la famille Ousseni, on s'active déjà. Famille modeste et moyenne, chez les Ousseni, il y a 9 enfants. Les filles aînées sont à la tâche avec le reste de la fratrie. Nafissa est la première des filles Ousseni. Elle a 17 ans et son rêve, devenir sage-femme. Mais l'essentiel de son activité pour l'instant reste d'aider sa mère à la maison. Ce jour-là, une fois les petits posés à l'école, Nafissa a un rendez-vous un peu particulier à la mosquée du quartier. L'imam est un peu à part dans la communauté, car il confronte les femmes à leur sexualité. La croissance démographique y est et en réalité nous devrons la gérer d'une manière convenable afin que notre pays aussi puisse respirer. Le message du chef religieux se veut progressiste. Bien qu'encore isolé, il touche ici sa cible. Le Niger échappera-t-il au piège démographique? Le pays détient toujours le record mondial de natalité, avec 7 enfants par femme en moyenne. Retour en direct de Niamey avec notre premier invité, Ali Betty, bonjour. Bonjour, M. Payen. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes haut-commissaire, ingénieur, spécialiste des questions alimentaires, de pauvreté. Alors, la pauvreté, justement, c'est une question fondamentale ici au Niger. Quels sont les défis des gouvernements, quels qu'ils soient, pour pallier ce fléau ici au Niger? Merci beaucoup. Je vais vous parler de la pauvreté. Au Niger, en particulier de la pauvreté rurale. Le Niger est un pays où 85% de la population vit de l'activité agricole et rurale. Et nous avons une pauvreté rurale. Quand nous avons commencé le programme de l'initiative 3N à l'arrivée du président Mahamadou Issoufou en 2011, nous avions une pauvreté rurale de 55%. Et le programme que le président Mahamadou Issoufou a mis en place pour combattre la pauvreté rurale, c'est un programme qu'on a appelé l'initiative 3N, qui est la stratégie de sécurité alimentaire et nutritionnelle et de développement agricole durable. En 10 ans, cette stratégie a réduit la pauvreté rurale de 10 points. Elle est de 45% aujourd'hui. Mais alors, tout à fait, M. Betty, mais comment expliquez-vous par ailleurs, et on est tout à fait conscient des efforts qui sont faits, mais qu'on soit si bas encore dans les indices de pauvreté dans un pays qui regorge de beaucoup de ressources? Oui, vous savez que nous partons de très loin. Nous sommes partis de très loin. Maintenant, à partir de 2011, quand le président Mahamadou Issoufou est arrivé au pouvoir, il a dit que nous avons un énorme défi à relever, c'est le défi de la lutte contre la malnutrition
et le défi de la lutte contre la faim, le défi de l'éradication de la faim, parce que c'est une question de dignité pour les Nigériens. Et donc, on s'est attaqué à cette pauvreté qui était extrêmement forte, extrêmement importante, et cette pauvreté a été combattue. Et quand vous partez de si bas, en 10 ans, nous avons fait des énormes efforts qui ont abouti à changer fondamentalement la situation. Évidemment, il y a encore des défis qu'il faut continuer de combattre, mais continuer de traiter, mais il est évident que les efforts ont été faits et cette pauvreté... Ali Mehti, haut commissaire, ingénieur, merci infiniment de vos explications. Donc maintenant, on passe à un dossier qui touche tout le monde, la pandémie de Covid-19. On prédisait il y a quelques mois l'apocalypse sanitaire en Afrique qui n'a pas eu lieu. Je vous propose un reportage qui a été tourné cette semaine dans les rues de Niamey et dans l'hôpital dédié au Covid-19 ici dans la capitale nigérienne. Le Sahel, à l'heure de la pandémie de Covid-19. Ici, au Niger, les apparences sont sans doute trompeuses, mais le gouvernement a décrété l'état d'urgence sanitaire depuis de longs mois. À l'hôpital de référence, flambant neuf, en plein cœur de Niamey, toutes les procédures de lutte contre l'épidémie sont bien en place. Là, nous avons le service d'accueil. Tous les patients passent ici, les cas de Covid, donc ils sont dépistés à ce niveau. Après le dépistage, ils sont directement envoyés au service. Le service Covid occupe une aile tout entière de l'hôpital. Un dispositif impressionnant. Un seul lit avec le matériel de l'équipe, un respirateur, on a de l'oxygène, le moniteur multiparamètre. C'est l'évidence, cet hôpital de Niamey ne manque de rien, à l'exception de patients. Les chambres sont entièrement vides. Le service Covid n'a pas reçu de cas depuis des semaines. On n'était pas prêt au début, puisque c'est une maladie qu'on ne connaît pas, qu'on n'a jamais connu de cas. Et bon, on est parti comme ça, on a fait la prise en charge avec nos protocoles codifiés. On a remarqué par rapport à la sous-région, on est très bien. Qu'on ne s'y trompe pas, cet hôpital de Niamey croule sous les cas. Mais d'autres maladies, les terribles paludismes ou fièvres hémorragiques qui mobilisent tous les autres services de l'établissement. Mais le Covid est presque une maladie fantôme. Le Niger est tiré d'affaire, vous pensez ? Je pense que le Niger a quand même une bonne formule de prise en charge. Et tiré d'affaire, c'est un peu trop dit, mais quand même, on s'attache à ce protocole qui est très bien. Le Niger recense 170 morts et quelques milliers de cas de Covid depuis un an. Fermeture des frontières, mesures prises très tôt, sont sans doute pour beaucoup dans le miracle sanitaire de la région. Docteur Foumakoy Adamou, bonjour. Bonjour Cyril. Vous êtes le président du comité Covid de cet hôpital de référence. Alors, pour parler franchement, cet hôpital de référence en plein cœur de Niamey, on voit, il est flambant neuf. C'est un peu la vitrine sanitaire et médicale du Niger. La question que je pose aux patriciens, c'est quelle est la situation dans les autres hôpitaux de Niamey? Quelle est la question du Covid dans les autres hôpitaux du Niger? Tout simplement, est-ce qu'il y a un miracle sanitaire au Niger ou c'est un mirage sanitaire? Voilà. Alors merci beaucoup Cyril. Je vais y aller directement. L'hôpital de référence, tel que vous l'avez dit, flambant neuf, hôpital de dernière génération, niveau 3, l'un des niveaux les plus élevés et qui existe au Niger. Choisi pour tout ce que vous venez de dire et surtout choisi parce que déjà il avait eu par le passé à répondre à plusieurs défis, notamment l'organisation de chirurgie ou de soins médicaux qui était assez inédit. Ça s'est bien passé au niveau de l'hôpital de référence d'une manière générale, puisque contrairement à ce qui avait été prédit, ça n'a pas été l'hécatombe. Des mesures très fermes ont été prises dès le début, le contrôle aux frontières, tout ce que vous voulez. Et au bout de 3 mois, 4 mois de plateau, on a commencé déjà à avoir la défervescence. Mais c'est le cas dans tout le Niger, docteur? Justement, j'y arrive. Et justement, cette expérience de l'hôpital général, elle a surtout servi à pouvoir être transférée, greffée au niveau des autres hôpitaux. Et c'est pratiquement la réforme principale qui a eu lieu lors de la deuxième vague, c'est que tous les hôpitaux ont copié le modèle de l'hôpital de référence. Et à ce jour, nous avons sur l'ensemble du territoire pratiquement aucun cas qui est hospitalisé. Je veux dire que tous les hôpitaux actuellement participent à la prise en charge
des patients atteints de la Covid-19, mais c'est spécialement parce qu'ils ont réussi à copier le modèle qui a été initié et qui a réussi, qui a marché au niveau de l'hôpital de référence. Donc l'apocalypse, docteur Fumakoy, qu'on prédisait, l'apocalypse en Afrique sur fond de pandémie, n'arrivera pas, vous pensez? En fait, vous êtes tiré d'affaire au Niger, mais dans la sous-région, et puis en Afrique? Voilà, alors je vais partir du Niger et puis ensuite je vais extrapoler. Brièvement. Voilà, brièvement. Au Niger, je veux dire qu'actuellement nous avons remporté plusieurs batailles contre la pandémie au Covid-19. Nous avons remporté la bataille de la protection des frontières avec les tests PCR à l'entrée et à la sortie. Nous avons remporté la bataille d'un protocole de soins qui marche. Nous n'avons pas tergiversé comme beaucoup d'endroits au monde. Nous avons choisi un protocole dès le début, hydroxychloroquine, azithromycine, plus tous les soins palliatifs qu'il faut. Et ça nous a donné de bons résultats. Je dis qu'actuellement, le Niger a gagné plusieurs batailles contre la pandémie à Covid-19 et je vois la lueur d'espoir pour définitivement remporter la victoire. Eh bien, écoutez, c'est tout le mal qu'on vous souhaite. Docteur Fumakoy, je vous remercie. Passons au troisième volet qui imprègne énormément la société nigérienne, c'est la lutte contre le djihadisme. Le Niger fait partie de la coalition du G5 Sahel, une coalition auquel est associée l'opération Barkhane qui implique des milliers de soldats français. Je rappelle que c'est la plus grosse opération militaire française à l'extérieur qui se passe dans cette région, notamment dans la région de Tillabéri, dans le sud-ouest du Niger. Le Niger qui est confronté à cette menace djihadiste multi-front, puisqu'à l'est, à la frontière du Nigeria, on trouve les exactions du groupe Boko Haram. Et dans le sud-sud-ouest, dans la région dite des trois frontières qui borde le Burkina Faso et le Mali, la région de Tillabéri, ce sont des affidés du groupe État islamique et d'Al-Qaïda qui sont à l'œuvre. Donc je vous propose de retrouver un reportage embarqué avec les forces spéciales nigériennes. C'est un reportage exclusif pour France 24. C'est la zone la plus dangereuse du Niger. De temps en temps, chaque jeudi, il y a un motard qui vient vers là-bas, donc on va aller vérifier. Le chef de section Aziz et ses hommes patrouillent dans la région dite des trois frontières, l'épicentre du terrorisme au Sahel. Les motos sont interdites. Dès qu'on nous parle d'une moto, c'est sûr que c'est les terroristes parce qu'à chaque fois qu'on les croise, ils ont leurs armes en bandoulière. Les soldats pénètrent dans un village de la province de Tillabéri. Salam alaikum. À la recherche d'indices sur le passage de djihadistes. Tu as vu des gens à moto ces derniers jours dans le village? Quelle sorte de moto? Personne n'est venu en moto dans le village. Dieu seul peut le voir, moi je ne peux pas. Pris entre deux feux, les villageois payent le plus lourd tribut au conflit. 4000 civils ont péri dans la région pour la seule année 2019. Moi, je ne sais pas si c'est une balle de l'armée du Niger ou une balle islamiste qui m'a touchée. Je ne saurais jamais qui m'a tiré dessus. Le défi de l'armée du Niger, mais aussi de celle du Mali et du Burkina Faso, sécuriser le cœur d'un Sahel qui s'étire de l'océan Atlantique à la mer Rouge. Dans ce village, les forces spéciales nigériennes distribuent des médicaments avant de repartir. Un convoi de la force française Barkhane passe. Il ne s'arrêtera pas. Donc on l'aura compris, il y a un certain nombre de défis que rencontre la société nigérienne et justement notre dernier invité représente la féminité nigérienne et la jeunesse. Nourat Ladeboslam, bonjour. Bonjour. Vous êtes une poétesse urbaine, une slameuse nigérienne. Merci d'être avec nous aujourd'hui pour parler de la société nigérienne. Donc votre slam précisément raconte, votre poésie raconte les questions de société, les questions des femmes. On est d'ailleurs dans la semaine de défense des droits de la femme, mais également de la pauvreté, tous les défis en fait qui attendent la jeunesse du Niger. J'aimerais vous poser cette première question. Vous, en tant que jeune femme, qu'est-ce que vous offre la société du Niger aujourd'hui en 2021 ? La société du Niger aujourd'hui en 2021 m'offre beaucoup d'opportunités, sincèrement. Beaucoup d'opportunités en tant que slameuse et aussi une lourde tâche en tant que femme.
Parce que en tant que slameuse, j'ai ce défi à relever d'être la voix de ma voix à moi, la voix de mes sœurs, la voix de mes semblables, la voix des femmes, des jeunes filles, aussi la voix des hommes. Quel est, d'après vous, le premier défi, enfin en tout cas ce qui canalise le mécontentement dans la société nigérienne? Qu'est-ce qui est la chose la plus importante en ce moment que vous voulez dénoncer? En tant que jeune femme aujourd'hui, pour moi, c'est le système éducatif. Le système éducatif, l'emploi, la santé, la sécurité. Voilà des domaines dans lesquels l'État du Niger doit encore renforcer. En tout cas, ils font beaucoup, mais ça a besoin de renforcement pour canaliser toutes ces frustrations. On sort d'un scrutin important. Pour la première fois au Niger, il y a un président élu qui va succéder à un président élu, même si on attend encore la validation dont tout le monde parle ici au Niger. Vous pensez quoi, vous, de la politique et de la réponse que peuvent donner les hommes politiques à vos problèmes? La politique, je pense que c'est... en gros, c'est une bonne chose. Mais moi, ma politique, moi, je le fais dans mes textes. Tout ce que j'ai à dire, je le fais dans mes textes, dans mes écrits. La politique au Niger est sur une très bonne voie. Et nous voyons aujourd'hui les jeunes qui s'impliquent beaucoup dans la politique. C'est vraiment intéressant, c'est vraiment à féliciter. Qu'est-ce que j'en pense? Vous êtes confiante dans l'avenir, en un mot? Oui. Très bien. Alors avant de vous écouter nous déclamer une de vos poésies, on va terminer l'émission avec vous. Donc c'est la fin de cette émission spéciale en direct de Niamey, la capitale du Niger. Merci à toute l'équipe qui a permis de la réaliser. Merci à vous de l'avoir suivi. C'est à vous pour votre slam sur la femme, je crois. Nous vous écoutons. Alors silence. Silence dans nos écrits. Silence au milieu de nos vers. Silence dans nos écrits. Silence au milieu de nos vers. Silence, car je viens de là où nos différences se font ressentir. Je viens de là où nos différences se font ressentir. Je viens de là où la différence anatomique nous amène de gauche à droite, en haut, en bas. En fait, je viens de là où je suis femme. Une femme, mais pas n'importe laquelle. Je viens de là où le sexe F se réduit à une marginalisation notoire. Je viens de là où la F connaît déjà sa place, pas une place de choix, mais une place de loi. Je viens de là où je suis rabaissée, divisée, déscolarisée, excisée, mutilée, de force mariée, violée, enceintée et quand ça va mal, bien sûr, rejetée. Alors silence, silence dans nos écrits, silence au milieu de nos vers, silence dans nos écrits, silence au milieu de nos vers.